that fresh morning. UrbanFM.fm UrbanFM.fm. Mosley, ce matin, on parle pas de politique. Ce matin, on ne parle pas en réalité Hervé, de politique. C'est pas un homme de la politique. Oui. Si, c'est un gars de la politique, mais bon, on est d'abord sur le côté associatif, citoyen engagé. Comme un Gabonais tout autre qui s'occupe de la politique. On va y arriver. À la base, c'est pas la politique. Il y a eu des développements. Voilà. Mais on va y arriver. On va d'abord commencer par parler de la personne et son engagement, parce que c'est quelqu'un d'assez dynamique sur le plan national. Beaucoup de personnes le connaissent sur les réseaux sociaux comme Hervé Voyageur. Donc évidemment, son nom comme on dit à l'état civil, c'est Hervé Omva Ovono. Il est chargé de projet, sinon coordonnateur des programmes au niveau de l'IDRC Africa, qui est l'initiative développement recherche conseil africain. Alors évidemment, c'est une structure qui est spécialisée dans des questions en rapport avec l'agriculture. Donc c'est pourquoi on l'a appelé aujourd'hui, pour essayer de parler avec lui des questions en rapport avec l'agriculture, la promotion de l'agriculture, du secteur au niveau de notre pays. Vous savez qu'après les élections on a eu un remaniement ministériel, on a eu de nouvelles affectations. On voit le ministre sur le terrain, mais également on voit Hervé Omva Ovono qui est également activement sur le terrain. D'ailleurs, il y a des fois, il propose des pistes de solutions. Donc, monsieur Omva, bonjour. Bonjour. Tu peux te rapprocher du micro, Hervé, s'il te plaît. Voilà, ce serait mieux pour qu'on ait une meilleure qualité sonore. Merci d'avoir accepté notre invitation. Toi, tu es plutôt un spécialiste de la forêt. Bah ouais. En fait, je me suis intéressé à la forêt parce que quand j'arrive au Gabon, je me rends compte que dans les plantations, on détruit toute une biodiversité qu'on ne connaît pas. Oui. Et c'est comme ça que je vais commencer à travailler dans la forêt au niveau de l'Institut de recherche en écologie tropicale. Oui. Et pendant des années, j'étais gestionnaire de l'arboretum de Siban. Mais après tout ça, après cette expérience, je me suis véritablement mis dans ma passion, qui est l'agriculture. Ah d'accord, ok. Mais ça va ensemble, hein, la forêt et l'agriculture. Exactement. Vous savez, nous sommes un pays qui est couvert à pratiquement 80% de forêt. Et nous sommes un peuple, les Gabonais, nous sommes un peuple de forêt, donc intimement liés à cette ressource fondamentale. Mais nous dépendons, malgré tout ça, des importations alimentaires. Comment vous pouvez vous imaginer que nous mangeons de la laitue qui vient d'Europe, de la viande de bœuf qui vient du Paraguay, de l'Uruguay, de l'Amérique latine. Et or, nous avons un environnement qui nous permet de mettre tout cela en musique chez nous. Tu avais réfléchi sur cette problématique ? Comment ? Tu avais réfléchi sur ces questions ? Nous, depuis plusieurs années, nous sommes sur le terrain, comme vous le disiez tantôt. Et au vu d'un certain nombre de constats, nous avons réfléchi. Et aujourd'hui, nous sommes plutôt à la mise en œuvre et aux propositions. Parce qu'au niveau d'IDRC Africa, nous avons créé une plateforme que l'on appelle... la plateforme des associations et acteurs du secteur agricole qui luttent contre la pauvreté. Et c'est quand même près de 120 acteurs. Et tous sont des producteurs. Donc des producteurs locaux, ce qu'on appelle communément des agriculteurs paysans. Nous pratiquons l'agriculture paysanne. C'est une agriculture à petite échelle, mais qui en fait contribue aux 20-35% de la production nationale. Mais toi, tu es aussi un protecteur de l'environnement. Si on développe l'agriculture, est-ce qu'on ne va pas détruire un peu les forêts ? Mais justement, environnement et agriculture paysanne vont de pair. L'agriculture paysanne, comme je le disais, c'est une agriculture qui est faite à l'échelle humaine. Mais vous savez également que notre pays, depuis pas mal d'années, a mis en réserve 11% de son territoire. Donc, il y a une cartographie bien répartie, bien définie par le gouvernement gabonais. L'agriculture que nous faisons au Gabon, que nous pratiquons au Gabon actuellement, n'est pas un danger pour
l'environnement, mais à condition que les pouvoirs publics mettent un accent très important sur l'agriculture paysanne. Alors, c'est là où je m'en vais te poser la question de savoir, aujourd'hui, l'IDRC Africa, quelles sont ses missions? Et ça a été créé pour quel objectif? Ben, en fait, il faut partir d'un principe. IDRC Africa, c'est le fruit d'un ensemble d'expériences. Depuis pratiquement 17 ans, je vis dans le Gabon profond avec des études socio-économiques, des études d'impact environnemental. Et en 2009, avec l'arrivée au pouvoir du président Ali Bongo Ondimba, dans son discours, qui dit de faire du Gabon un pays émergent, ça a créé un déclic chez moi et chez certains de mes partenaires avec qui nous avons créé IDRC Africa. Et c'est à cause de ce déclic-là que nous sommes engagés dans ce processus-là. Parce que le Gabon dépend à plus de 60% des importations alimentaires. Et ça, quel que soit ce que nous pouvons faire comme augmentation de salaire dans ce pays, mais le panier de la ménagère ne pourra jamais être satisfait. On ne peut pas être satisfait parce que nous dépendons de l'extérieur. Et ça, c'est inadmissible parce que l'indépendance d'un peuple part d'abord de son assiette. Si votre assiette dépend de l'extérieur, des importations, vous n'êtes pas indépendant. Et donc, à partir de ces différents constats, nous avons pensé qu'il était nécessaire, qu'il était même prioritaire, de tout faire pour amener le gouvernement gabonais à avoir une meilleure politique dans ce secteur-là. Alors évidemment, après, vous avez été inspiré par le discours du président de la République. Il a engagé un programme, le programme Graines, la gabonaise des réalisations des initiatives agricoles pour les initiatives nationaux, pour les nationaux, voilà. Donc Graines. Donc graines, oui, ça arrive parfois. On peut ramer un peu. On peut ramer un peu. Donc le programme Graines aujourd'hui. Vous qui êtes sur le terrain, comment vous le percevez? Bon, déjà, il faut savoir une chose, c'est que le programme Graines ne m'est pas étranger. Je fais partie de ces Gabonais qui, depuis le début, participent. Non seulement on a participé à la réflexion, à la mise en œuvre et maintenant au suivi du programme. C'est un très bon projet. Mais c'est pas la solution miracle. Graines n'est pas la solution miracle. C'est une piste de solution, mais je ne dirais jamais que Graines est une solution miracle. Alors, à mi-parcours, après à peu près, je crois, 4 ans de mise en œuvre, quel bilan, vous, en tant qu'acteur du secteur, faites-vous de ce qui a déjà été fait comme implantation sur le terrain? Nous sommes en gros à la deuxième année. De sa mise en œuvre. Pour moi, en tant que passionné engagé dans le secteur agricole, c'est un bilan positif dans la mesure où aujourd'hui, plus de 60% du manioc que nous consommons sur le territoire gabonais n'est pas produit par nous. Ça vient de l'extérieur, du Congo, du Cameroun plus particulièrement. Or, grâce au programme Graines, et je pense que les premières récoltes au niveau du manioc vont se faire à partir du mois de décembre, grâce au programme Graines, nous allons diminuer de manière significative ces importations. À partir de là, c'est déjà quelque chose d'assez important, sachant que un aussi vaste programme ne peut pas, en un claquement de doigts, résoudre le problème. C'est un processus évolutif. Et Graines travaille sous forme de coopérative et l'entreprise coopérative n'étant pas dans nos habitudes, dans nos mœurs, il y a toute une école également de ce côté. Donc, nous, aux côtés en tant que partenaire de développement, nous accompagnons l'État gabonais, nous accompagnons également la Sotrader dans la mise en œuvre de ce programme, notamment l'encadrement des entreprises coopératives. D'accord. Là, tu es un passionné de l'agriculture et on sait aujourd'hui qu'avec le développement de ce programme, on aura beaucoup besoin de main-d'œuvre. Et on dit toujours que les Gabonais ne sont pas intéressés par la terre. Est-ce que vous avez pensé à des stratégies pour ramener notamment les jeunes? Le retour vers les zones reculées? Je sais peut-être que ce n'est pas ta mission ou ton travail, mais quand on est passionné, on veut partager sa passion avec les autres.
Mais je pense que nous suivons depuis pas mal d'années. Hein. Aujourd'hui, je me dis, c'est une mauvaise communication. C'est une très mauvaise communication qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'il faut partir du problème. Le problème vient du fait que les pays européens, en voulant exploiter nos matières premières, nous ont éloignés du travail de la terre, particulièrement au Gabon. On nous a fait croire que le travail de la terre, c'était pour des sous-fifres, c'était pour des manœuvres. Ce qui n'est pas vrai. Moi, j'arrive à porter Hugo Boss aujourd'hui de la tête aux pieds grâce au travail de la terre. Le Gabonais n'est pas du tout paresseux. Le Gabonais a besoin d'explications. Le Gabonais, c'est quelqu'un qui veut comprendre. Le Gabonais a besoin d'une communication adaptée aux réalités sociologiques de l'environnement dans lequel il vit. Pour moi, je pense que c'est pas un souci. Par contre, le problème que nous rencontrons, le constat que nous faisons en fait, c'est malheureusement, l'État ne communique pas suffisamment bien. Dans des pays comme le Rwanda, dans des pays comme le Burkina, mais vous voyez des jeunes agriculteurs, des gens qui n'ont aucune formation dans ce secteur-là, mais qui arrivent à faire de l'agriculture grâce aux programmes qui sont transmis par téléphone, par Android. Donc aujourd'hui, les technologies de communication sont un outil important pour amener le jeune planteur à être connecté au monde entier. Donc pour nous pensons que si l'État met en place les canaux nécessaires et qu'il s'ouvre à d'autres experts que les fonctionnaires, le problème va être résolu assez vite. C'est juste une question de bonne communication. Alors, évidemment, nous, on a remarqué que quand vous, depuis un certain temps, vous êtes sur le terrain, vous faites beaucoup de sorties en allant rencontrer les planteurs. D'ailleurs, récemment, vous avez créé une plateforme d'agriculteurs et de planteurs de cacao café. Pourquoi? C'est dans quel objectif? Mais déjà, je suis né dans la province du Walentem. Je suis né dans la province du Walentem, plus particulièrement Bitam et Oyem. Et mes grands-parents étaient des producteurs café-cacao. Et j'ai grandi là-dedans. Et je pense que si vous remontez en arrière, dans les années 70-75, le Gabon était un très grand producteur café-cacao et d'autres produits agricoles. Comme à l'Ebamba, on trouvait de l'arachide, ainsi de suite. Le Haut-Togoué avec le café, les arômes de Konja. Aujourd'hui, avec le manioc de Kabaga. Je pense que le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est... Il faut... notre objectif, c'est de donner espoir. Nous sommes aujourd'hui coincés dans cette crise économique mondiale. Pourquoi? Parce que notre économie, l'économie gabonaise, est bâtie uniquement, essentiellement, sur le pétrole et les matières premières. Mais entre-temps, nous avons le secteur agricole qui est là. Nous avons des terres immensément riches. Nous avons des vieilles plantations de café-cacao qui sont abandonnées. Or, aujourd'hui, le monde est à la recherche du café et du cacao. Et nous avons pensé qu'il était nécessaire de redynamiser ce secteur-là. Et c'est pour ça que dans la province du Walentem, nous avons réuni près de 200 planteurs avec qui nous avons créé la plateforme, la coopérative des agriculteurs et planteurs de cacao et café du Gabon. Êtes-vous sûr que vous allez être concurrent vraiment à fond sur le secteur parce qu'il y a la concurrence internationale? Vous pensez que ça pourra donner quelque chose? Surtout qu'aujourd'hui, le Gabon vend sa production à la Côte d'Ivoire. Mais nous vendons notre production à la Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a aucune organisation. La particularité de notre pays, vous voyez, par exemple, quand vous parlez de la Côte d'Ivoire a un problème de terre aujourd'hui. Donc la Côte d'Ivoire est limitée. Dans quelques années, grâce à ce qui est en train de se faire au niveau du programme Graines, nous allons vendre du manioc à la Côte d'Ivoire pour préparer la tiéké. Ça, c'est très important. Et l'autre avantage du Gabon, c'est que notre population n'est pas importante. Donc, nous produisons peu, mais de qualité. Il faut maintenant que les pouvoirs publics puissent donner un autre souffle à l'agriculture paysanne, qui est une agriculture, comme je le disais tantôt, à échelle humaine, mais qui produit de la qualité. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que la production ivoirienne sur les denrées, sur la production végétale, telle que la banane, le manioc et les autres, ou au Cameroun, l'ananas,
Mais ils utilisent beaucoup d'engrais. Or, dans nos villages, les planteurs n'utilisent pas l'engrais. Faites seulement la différence entre la banane qui est utilisée aujourd'hui pour préparer les alocos. Quand vous consommez les alocos, il y a un arrière-goût d'accrocheur à la langue. Ce n'est plus sucré comme avant. Mais il faut faire la différence parce que ce n'est pas de la banane qui est utilisée pour préparer les alocos. Seriez-vous contre l'industrialisation du secteur? Voilà, il y a un processus d'industrialisation qui dérange au niveau de la qualité du produit. Or, nous, au Gabon, nous produisons des produits de très bonne qualité. Et donc, le problème au niveau du marché ne se pose pas. Gina? Oui, ma question c'est par rapport à ce que vous avez appelé la charte de l'agriculture paysanne. Avant de pouvoir organiser tout ce dont vous parlez, il y a certains préalables qui sont importants. Par exemple, l'agriculture paysanne se pratique la plupart du temps dans des zones rurales. Les zones rurales qui sont désertées aujourd'hui en majorité par les jeunes qui viennent en ville. Donc comment est-ce qu'on peut espérer garantir une bonne quantité de production quand les personnes qui cultivent là-bas, d'abord c'est des vieilles personnes qui ne sont pas vraiment très fortes pour le faire. Deuxième question, il y a des endroits dans le Gabon où on cultive, comme au village de Moslem, c'est Mebamen Daman, où on cultive plein de choses, mais il y a toujours le sempiternel problème de la route. Oui, il y a des endroits où on a vraiment fait de grands progrès en matière de route, mais encore des endroits qui sont fermés. Donc, par rapport à votre ONG, comment on va mettre en place tout ça avec tous ces préalables qui ne sont pas réglés? Comment vous faites pour faire connaître tous ces problèmes-là à l'État ou à vos partenaires? Vous savez, ce qui est intéressant au Gabon depuis 2009 et encore plus cette année, c'est le fait de discuter avec les décideurs, notamment le premier décideur. Et j'ai été passionné pendant plus de 2 heures de temps en discutant avec le président Ali Bongo Ndimba d'écouter comment il parlait de l'agriculture. Sa vision de l'agriculture, j'ai véritablement été séduit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, au plus haut niveau de l'État, le problème est fondamental, est reconnu, est accepté, maintenant, le reste va suivre. Bon, nous, au niveau d'IDRC Africa, notre objectif n'est pas de nous substituer à l'État. Nous sommes un partenaire de l'État. Nous accompagnons l'État. Nous attirons l'attention sur un certain nombre de faits. Au niveau des routes, de 2009 à 2016, il y a un gros travail qui s'est fait sur les grands corridors. Les grands corridors, c'est-à-dire Libreville, Oyem et Boro. Les principales routes. Voilà. Et maintenant, d'ailleurs, dans la province du Haut-Lintem, je profite pour féliciter le travail du PEDAR FIDA qui est en train d'ouvrir des pistes agricoles. Ce sont justement ces petites routes-là qu'on appelle des pistes agricoles. Ce sont ces pistes-là, l'entretien de ces pistes-là qui va permettre d'évacuer la matière première. Bon, maintenant, le problème de l'exode rural, le problème de nos villages qui se vident, c'est le même problème qu'on rencontre aujourd'hui dans les coopératives engagées dans le programme Graines. Dans les coopératives engagées dans le programme Graines, l'âge des populations varie entre 35 et 65-70 ans. C'est vraiment un problème. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est une question de communication. Les jeunes veulent bien aller travailler en milieu rural pour faire de l'agriculture. Mais il faut un minimum d'infrastructures. Il faut de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, vivre sans GSM, vivre sans radio, vivre sans télévision, c'est un problème. Donc, d'un autre côté, vous allez constater quand vous faites aujourd'hui, depuis quelques mois, vous partez de Minzik à Oyem, à Ewormokok par exemple, toute cette zone est électrifiée. Exactement. Tous les villages sont électrifiés. Ouais. Quand vous reprenez maintenant, je reviens du Haut-Lintem là, quand vous reprenez l'axe à Coq Barrage jusqu'à Bitam, il y a un processus d'électrification qui est en train de se mettre en place. Lié à la canne. Voilà. Et ça, c'est un projet et c'est un programme qui est en train de se mettre en place dans tout le Gabon. Et nous espérons que ce programme, l'État va aller jusqu'au bout. Parce que l'agriculture, si aujourd'hui, nous arrivons à mettre en place un programme, une politique agricole qui répond à nos réalités sociologiques et à nos besoins, mais vous allez voir que
plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui vivent à Libreville, ce que nous, dans notre jargon, nous appelons la population inutile. Combien de jeunes Gabonais, à l'instant où nous sommes en train de discuter devant ces micros, sont assis à la maison et ils se tournent les doigts, les pouces et ils se posent la question, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Ils sont intelligents, ils savent lire et écrire, ils sont pleins de volonté, ils sont pleins d'énergie. Mais quel est le cadre qui est mis en place pour eux? Mais nous pensons que nous avons aujourd'hui suffisamment réfléchi, suffisamment mis en place des stratégies qui peuvent permettre à ces jeunes-là de repartir dans les villages. Dernière question évidemment. On a remarqué que pendant l'élection présidentielle et après l'élection présidentielle, vous vous êtes engagé pleinement à soutenir Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Il fallait bien la question. J'ai pas soutenu Ali Bongo Ondimba, la personne ou le candidat du PDG. J'ai soutenu une vision. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais attiré l'attention sur l'ingérence de certains pays, notamment des médias français et d'autres pays. Le Gabon est dans un processus de construction évolutif. Il ne faut pas que les gens viennent déranger ce processus-là. Je vous donne un exemple. En matière de coopération, pourquoi la France, par exemple, ne changerait pas sa coopération en nous envoyant des enseignants que d'envoyer des militaires? Pourquoi la France ne changerait pas sa base militaire qui est au camp de Gaulle par une base d'enseignants? Vous voyez? Une université par exemple ou Exactement. Un institut. Donc c'est cette vision-là et je pense que cette vision-là, le président Ali Bongo Ondimba la représente véritablement, et c'est pour ça que nous avons pensé, Hervé on va revenir en tant que personne morale, à penser qu'il était important de soutenir ce processus, cette vision-là, pour le développement du Gabon. Tout simplement. C'est tout ce qui vous a motivé. Il n'y avait pas d'autres arrière-cours, des situations peut-être qui feraient qu'aujourd'hui vous soyez pleinement engagé. C'était la dernière question. En fait, en matière de raison, moi je n'ai pour ceux qui me connaissent, moi je suis un homme du terrain. Et l'autre particularité, c'est que le président Ali Bongo Ondimba, c'est le président de la République, mais c'est d'abord un grand frère à moi. C'est quelqu'un avec qui j'entretiens de très très bonnes relations. Et je connais sa vision et je respecte cette vision-là. Et c'est pour ça que je l'accompagne dans cette politique-là. Merci, notre invité Hervé. On va ce matin sur les 104. Tu voulais encore dire quelque chose? Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Voici René Ruc qui arrive avec l'horoscope des auditeurs. Bonjour Dafresh, bonjour à vous. Je suis René Ruth. Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h, reçoit 104,5 tonnes de musique dans le Dafresh Morning. Dafresh Morning. UrbanFM.fm